Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur dans la tech et auteur de fiction. Je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Fanny Ruet. J'ai découvert Fanny au travers de son excellent podcast Les gens qui doutent, et malgré le titre, le show m'a donné assez confiance en moi pour lancer ce podcast, donc c'est un peu grâce à elle que nous sommes là aujourd'hui. Elle a commencé dans la com pour ce que j'ai pu trouver, un terme suffisamment vaste pour y classer plein de trucs cool. Elle trace aujourd'hui sa voie dans le stand-up, elle est chroniqueuse sur France Inter, elle s'occupe de manager la carrière en ligne d'un magnifique chat roux un peu cabot. Bonjour Fanny, bienvenue. Mais bonjour. C'est un plaisir de te recevoir et j'avoue que je suis un peu impressionné parce que, bon, dans ton podcast, dans tes sketchs, dans tes chroniques, tu as l'air super à l'aise avec le malaise et je me suis dit, waouh, ça me fait peut-être un peu peur en fait. Non, ça va, Ça ça va? va. Bon, Ouais, en général, j'essaie de pas déranger les gens tout de suite, pas pendant la première conversation. ok, merci. La première question qui me vient, tu vois, tu parles de doute, donc on sent que voilà, tu as un travail en profondeur qui se fait au travers du podcast et tu t'es lancé dans le stand-up. Comment tu as fait le pourquoi tu as fait ça? J'en ai aucune idée et c'est une question que je me suis vraiment posée beaucoup au début. Ma première scène, j'avais envie de vomir, je me sentais trop mal juste avant et tout. Je me disais, mais pourquoi tu t'infliges ça? C'est une sortie de zone de confort, mais beaucoup trop grande. Et ouais, non, ça n'a pas de sens. C'est vraiment, en plus, tellement contre-intuitif le stand-up. C'est pas normal de monter sur une scène et de dire aux gens, je vais être la seule personne éclairée, la seule personne avec un micro, et vous allez m'écouter. Non, ça fait aucun sens. Donc, honnêtement, j'en sais rien. J'ai toujours pas compris pourquoi j'avais fait ça, mais c'était marrant, donc j'ai continué, et là, ça fait 2 ans, quoi. Mais c'est vraiment une suite d'accidents et de hasards qui ont fait que, mais ouais, je sais pas. En fait, je pense que le stand-up est quand même rassurant dans le sens où c'est pas de l'impro. Tu vois, si je monte sur scène, c'est que j'ai écrit quelque chose, que je sais que c'est carré, que moi je trouve ça quand même un peu drôle. Et donc c'est pas comme de l'impro par exemple. L'impro ça fait vachement peur parce que tu sais pas Ouais, ce que tu vas faire. Tandis que le stand-up, t'as un truc derrière lequel te planquer et tout ça. Donc ça va, ça ça va. va, OK. Bon Des et choses sous contrôle un peu. est-ce que tu as eu des tu vois, des mentors qui t'ont donné envie ou qui t'ont dit: «Bah, vas-y, fais-le, tu racontes des bonnes vannes, en soirée» ou Non, bah, en fait, au début, non, parce que vraiment personne n'était au courant que je m'étais inscrite à une scène ouverte, que je voulais que personne le sache. Et puis quand je l'ai dit à mon entourage, ils en revenaient pas, en fait, parce que ça n'avait pas de sens avec qui j'étais. C'était en contradiction totale, parce que avant, oui, je faisais des blagues avec mes potes et tout, mais vraiment, quand on était dans des cercles très privés, dès qu'il y avait trop de gens, j'étais du genre à me mettre dans un coin et attendre que le temps passe et pas trop parler, quoi. Donc ça a étonné ouais, vachement, vachement de monde. Donc au début, non, mais après, ouais, j'ai eu des gens qui m'ont poussé qui m'ont donné plein d'opportunités. Il y a eu Guillermo Guise qui m'a filé plein de plans pour aller jouer à gauche à droite. C'est lui qui a suggéré mon nom chez Inter et tout. Donc c'est des gens qui m'ont aidé à avancer. Kian Kojandi aussi. Dan Gagnon qui m'a beaucoup fait avancer de manière générale dans la vie et dans mon raisonnement aussi vis-à-vis du stand-up et tout. Donc ouais, après avoir commencé, il y a des gens qui m'ont aidé, ouais. mmh. Ouais, j'ai écouté, ouais, une bonne partie de tes podcasts, c'est vrai qu'au Québec, ils ont des écoles. Toi, comment tu as appris? Tu Toujours pas appris, hein. toujours Euh, non, je sais pas, j'ai lu des bouquins là-dessus, évidemment. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qui est très intuitif. Et même dans les bouquins, tu lis des choses qui, globalement, mettent des mots sur des façons de faire des blagues que tu utilisais déjà. C'est juste que tu n'avais jamais pris le temps de mettre une théorie là-dessus. Donc, ouais, je sais pas, je pense que c'est intuitif et que c'est juste, est-ce que moi, ça me fait rire? Ouais, bah alors je vais essayer de le raconter pour faire en sorte que ça fasse rire d'autres gens. Et c'est plus une façon ouais, de raconter des histoires ouais, de manière un peu marrante. Mais je suis pas sûre que. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur l'humour, sur la créativité, comme à l'École nationale de l'humour de Montréal. Mais j'ai pas l'impression que tu puisses non plus apprendre ça vraiment de zéro. Enfin, tu peux pas.
Tu peux Ouais, pas ça va pas te l'inventer en fait. transformer. C'est un Ouais. truc que tu dois avoir un peu, je sais pas, de faire des liens, des idées. C'est un truc que tu dois avoir un peu de manière naturelle. Sinon, c'est bizarre et pas, ça a Ouais. pas l'air Ouais. sincère en fait. Ouais, moi je connais plutôt sur la partie écriture, et c'est vrai que tu peux apprendre des choses, tu vas apprendre des techniques de narration, mais les vrais auteurs, ouais, les bons auteurs, ils ont ça déjà dans le sang, et après toi, tu vas creuser pour te guider. Hmm. Tu lis des trucs qui vont te rationaliser et te guider dans ce que tu apprends, mais et t'accélérer. Mais c'est Hmm. pas quelque chose que, ouais, qui est l'ordre de la sensation, comme tu Ouais, dis. moi je trouve. Est-ce qu'il y a des fois où ça s'est mal passé, tu vois, au début? Ou est-ce que tu pas eu de, tu vois, de petite claque ou de Bah, découragement ou franchement, ça va. Quand j'entends des copains humoristes ou quoi, ou des gens dans des podcasts qui racontent des bides énormes, des moments où ils avaient envie de crever, moi, franchement, ça va. J'ai pas eu de trucs vraiment violents. J'ai eu des bides, évidemment. Des trucs où juste ça prend pas du tout, parce que tu vois que le public, ils aiment pas du tout ce genre d'humour, et donc toi, t'es juste là en mode putain, ça va être long. Mais franchement, j'ai pas trop à me plaindre. J'ai eu la chance aussi que tout s'enchaîne très vite pour moi, et j'ai tout de suite eu des opportunités assez dingues, ouais, des gens hyper encourageants, hyper bienveillants autour de moi. Donc j'ai un peu eu la chance de sauter l'étape chiante du stand-up qui est d'aller un peu toquer à toutes les portes pour essayer d'avoir des scènes, de faire full promo sur les réseaux sociaux pour remplir tes petites salles et tout, parce que personne te connaît et tout. Moi j'ai tout de suite eu de la visibilité via les chroniques et tout ça, donc mes salles se remplissaient assez facilement. Donc ouais, toute la partie vraiment chiante du stand-up, je l'ai pas eu au début. mmh. Et le podcast, ça t'a aidé? Ça a accéléré, ça? Ou c'est plutôt l'inverse? Comment ça s'alimente entre les Non, en 2? vrai, le podcast m'a apporté énormément, bah, déjà en termes de rencontres, c'est là que j'ai pu parler vraiment plus longuement avec Kian. Thomas Wiesel, maintenant on s'entend très bien et on bosse ensemble sur certains trucs. J'ai rencontré aussi des gens qui aujourd'hui sont vraiment des amis à moi, genre Eva Bester, Morgane Cadignan et tout. C'est vraiment des gens que j'aime et qui m'aident dans la vie à me sentir bien. Et donc au final, ça a une influence sur mon travail. Mais sinon, ouais, ça m'a apporté pas mal de choses au niveau des conversations que j'ai eues avec certains. Bah, genre avec Kian, l'épisode m'avait vraiment beaucoup marqué parce qu'on avait toute une discussion sur le fait de s'imposer, de faire rire dans un spectacle d'humour, ou est-ce que tu peux te laisser la liberté de faire ressentir d'autres choses aux gens aussi. On avait parlé de ça avec Thomas aussi. Donc c'est ouais, des choses qui m'ont beaucoup travaillé, et j'ai l'impression qu'on entend très très fort. Si on écoute tous les podcasts, tous les épisodes dans l'ordre, on sait vraiment faire un schéma de mon état mental. Il y en a où je suis hyper pessimiste, dans celui avec Morgane Cadignan, on sent que je suis au fond du trou. Enfin, à chaque fois, c'est vraiment mes angoisses que je projette sur eux, et j'essaye de voir ce que eux ils en pensent pour essayer de m'apporter des inputs auxquels j'avais pas pensé, et essayer ouais, de changer un peu ou de trouver des façons de réfléchir à certains problèmes que je rencontre. Donc ça m'a apporté énormément là-dedans, dans la réflexion, dans les pistes de réflexion. Et puis honnêtement, en termes de public aussi, il y a plein de gens qui m'ont découvert comme ça. Et donc qui se disent, enfin qui ont la curiosité de venir voir le spectacle en fait, en se demandant mais cette meuf elle a pas l'air très très comique dans les podcasts, hein, c'est parfois un peu déprimant et tout. Donc ouais, je pense qu'ils ont la curiosité de voir ce que je fais sur scène, donc c'est très cool. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés comme ça, et donc c'est vraiment Ouais. vraiment sympa. Ouais, bah, moi j'avoue que j'écoute dans l'ordre, donc j'ai Mhm. pas encore atteint, les podcasts actuels, mais j'y suis presque. Mais ouais, j'écoute dans l'ordre. C'est vrai que premier avec Ken Kojandi était, incroyable Mhm. et super profond, et c'est vrai que tu as réussi à conserver, tu vois, le côté intimiste. Heu, le dernier que j'ai écouté, c'était avec, Sophie Marie? Sophie Marie Larouet, ouais, c'était en public celui-là. Ouais, en public. Alors Ouais. voilà, vous abordez le suicide, enfin Ouais, c'est ouais. et vous arrivez à rire sur scène, enfin Ah ouais, mais cet épisode, il était vraiment fou, hein. J'en suis tellement fière parce que mais Sophie Marie Larouet, en plus, c'était une très bonne invitée pour ça, parce qu'elle a l'habitude de parler en public, même de parler de choses perso. Et donc, ouais, on a réussi à, je trouve, trouver un chouette équilibre entre des choses assez profondes, assez tristes, et le fait qu'il y avait énormément de blagues, qu'il y a plein de moments très marrants, et que, ouais, c'est en public, donc j'avais peur de pas arriver à trouver l'intimité que j'essaye de mettre dans les autres épisodes, mais
Honnêtement, je l'aime trop celui-là. Il est vraiment cool, je trouve. Ouais, ouais, tu vois, sur la montée sur scène, tu disais, tu avais les boyaux qui se tordent quand tu es monté la première fois. Moi, ça m'évoquait quelque chose parce que tu vois, modestement, j'ai fait des confs dans la tech, 2 fois dans un théâtre. Tu vois, tu rentres dans les coulisses, alors c'est génial, tu as l'expérience un peu touristique, des coulisses et puis là, tu vois que tu passes ton temps aux toilettes, en fait. Tu comprends pourquoi il y a beaucoup de toilettes dans les coulisses, tu les lâches pas et ouais, ça te fait toujours cet effet, même après, tu vois, tu dis tu avais mal au ventre la première fois. Tu as réussi à dépasser ce stress, aujourd'hui ou? Ouais, oui, parce que maintenant, bah déjà, il y a l'habitude qui fait que j'ai plus. Maintenant, je suis vraiment détendue quand je monte sur scène parce que je sais que tout est sous contrôle et que je sais que mon spectacle, je l'ai joué des dizaines de fois. Et même si ça se passe mal, ça veut pas dire que mon spectacle il est pas bon. Ça veut dire que soit j'ai pas été bonne ce jour-là, que soit le public c'était pas le genre de spectacle qu'il s'attendait à voir, ou alors qu'il y avait des conditions particulières, je sais pas. Mais je vais moins me dire c'est moi qui suis une merde et je veux mourir, je veux disparaître là maintenant. Je vais moins le prendre personnellement si ça se passe mal. Donc là, ouais, je suis plutôt détendue, à part pour vraiment des grosses dates, genre Montreux, genre des galas télé où tu sais que tu peux pas te foirer parce que sinon, bah, ça va en télé, quoi. Ou alors quand il y a des gens, ça c'est horrible, quand il y a des gens que j'ai envie d'impressionner dans la salle. Ouais. Et genre la première fois qu'Eva Bester est venue me voir, j'étais terrorisée. Mais genre les 3 premières minutes, j'ai cru que j'allais devoir descendre de scène tellement ça n'allait pas, quoi. Et j'en jouais 30. Donc c'est long. 30 minutes à se sentir mal. C'était vraiment très stressant. Et là, j'ai mon crush qui vient me voir la semaine prochaine et j'ai trop peur. Et je suis en mode... J'ai 12 ans, quoi. Je suis là, mais elle va me trouver nulle, nanana, vraiment des réflexes de peur, de rejet vraiment basique. Donc voilà, mais ça va mieux déjà. Moi, tu vois, les angoisses, elles viennent plutôt du moment où, tu sais, tu as l'impression de parler dans le vide, tu sais que il y a personne qui reçoit, il y a personne qui donc tu sais pas si les gens, ils sont super attentifs ou si, Sur bah, leur tu es dans une téléphone. salle Ouais, mais l'avantage avec l'humour, c'est qu'il y a un retour direct, t'as quand même les ouais. rires. Tandis Mmh. que quand tu fais une conférence, ouais, ça va être plus compliqué de savoir si les gens ils sont en mode s'en battent les couilles ou s'ils sont juste captivés, quoi. Ouais, tu essayes de mettre une petite blague dans une conférence de temps en temps Ouais, pour dire: «Au ouais. moins j'ai un retour» et puis tu pas de retour et tu te dis: «OK, c'est le contexte qui est trop sérieux, Ouais, les gens osent pas rire», enfin tu sais pas trop quoi. ouais, ouais, c'est vrai. Donc là, tu disais que tu ton spectacle, qui s'appelle Bon anniversaire Jean. Absolument. Ça paraît super rapide pour arriver au spectacle. Comment t'as pris les raccourcis pour aller si vite pour arriver à un long format? Euh, Ben en fait, je savais pas comment on faisait, tu vois. J'étais en mode ah ok, enfin personne m'a dit que ça prenait plus de temps. Donc moi j'ai fait genre bah j'ai des blagues là puis je suis arrivée, j'ai écrit, j'avais 40 minutes. Puis je me suis dit tu sais quoi, j'ai 40 minutes bah dans un mois et demi, j'ai 1 heure. Ce qui est pas nécessairement une bonne stratégie. Mais donc j'ai dit au Kings of Comedy Club, vas-y Cédric, tu me bookes, c'était le 13 juillet de l'année dernière, tu me bookes une soirée et ce sera la première de mon spectacle. Et du coup, il a dit d'accord. Et je me suis dit, bah voilà, il me reste un mois et demi pour écrire la fin du spectacle et que tout ait un sens et que ce soit bien foutu, quoi. C'était pas. Enfin, c'était une très bonne soirée, honnêtement, c'était très chouette. Mais j'avais au final 1h25 de choses. Ouais, j'avais genre 20 minutes sur le deuil. C'était un peu maladroit en termes de contenu parce que c'était pas drôle tout le long. J'essayais de raconter des choses, mais de manière ouais, un peu maladroite. Donc j'ai fini par virer pas mal de temps et maintenant là il fait 1 heure, 1h10 selon où je joue. Et, euh, et là je trouve ouais, assez solide, mais c'est vraiment parce que je savais pas comment faire en fait. Je savais pas qu'il fallait prendre du temps, je savais pas comment on construisait un spectacle. Est-ce que tu fais genre 5 minutes, puis 5 minutes, puis t'as 10 minutes, et puis tu fais des blogs comme ça, ou est-ce que je sais il y en a d'autres, je sais pas, comme Chris Esquer, comme Blanche Gardin et tout, qui l'écrivent directement et puis ils le jouent. Et donc ça, c'est plus théâtre et moins stand-up, mais voilà, je sais pas comment on fait, donc je l'ai juste fait comme je le sentais. Et je sais pas, j'avais envie que ça aille vite aussi, j'avais envie
En fait, moi, j'aime bien travailler sur la longueur dans les textes. Donc, mon spectacle, si tu rates le début, honnêtement, tu vas pas comprendre la fin parce qu'il y a plein de choses qui sont liées entre elles. Parce que j'aime bien travailler ouais, sur ce long terme, de dire je vais tout un lien en fait. J'explique des choses de quand j'étais enfant, mais qui du coup ont un impact maintenant. Et donc, je trouve ça important de le construire dans la globalité. Donc, forcément, il me fallait directement un format long pour pouvoir exploiter ça. Donc voilà, je l'ai fait et les gens ont suivi, donc c'est cool. Ouais, puis ce format long, du coup, comme tu as un fil, tu sais si ta blague ou ta vanne, elle va dans le spectacle, ou tu l'utilises pour une chronique, ou tu vois, quand tu trouves des Ouais, nouveaux sujets, tu arrives ouais, facilement. ben ça. Là, il y a des fois, je me dis, il y a des choses que j'aimerais rajouter dans le spectacle parce que je les trouve marrantes, mais je vois que ça va pas en fait. Ça va pas avec l'histoire que je raconte et je peux plus les rajouter. Je peux rajouter quelques petites blagues à gauche à droite sur les sujets que j'aborde déjà, mais je peux pas rajouter juste des blocs de texte avant après quoi. Sur la question du rodage dans le podcast, vous parlez beaucoup entre humoristes, ouais, c'est en rodage quand c'est Hmm. un peu raté, etc. Ton spectacle, il change encore beaucoup là? Il y a encore beaucoup de pans que tu refais ou que tu bouges? Non, en fait, il y a les 10 dernières minutes qui me cassent la tête depuis décembre de l'année dernière. Enfin, j'ai pas pu beaucoup jouer vu qu'il y a eu le confinement, mais ouais, qui me cassent la tête parce que j'arrivais pas à bien le terminer, à faire un truc qui avait du sens et qui était une bonne conclusion à ce que je disais, parce que j'avais voulu garder ce truc sur le deuil, je l'avais raccourci, ça n'allait pas, je trouvais ça toujours très maladroit. Puis après, j'ai rompu il y a quelques mois, donc je me suis dit, bah, je vais rajouter un bout sur ça à la fin, en fait, je vais faire une sorte d'épilogue comme ça. Donc j'ai essayé de faire ça, donc là j'ai rodé cet été 30 minutes de nouvelles blagues et je me disais, je vais en rajouter à la fin. Sauf qu'en fait, non, parce que justement, ça n'a pas de sens avec l'histoire d'avant et j'ai envie de garder ça pour la suite, pour un autre format long où je pourrais vraiment creuser davantage. Donc là, il y a toujours ces 10 dernières minutes qui potentiellement vont bouger, mais sinon, tout ce qu'il y a avant, de toute façon, je peux pas trop bouger parce que sinon, il faut que je change tout. Donc, c'est vraiment si tu tires sur un bout, t'as toute la pelote qui va suivre, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu disais que ça touche ton enfance, tu vois, c'est un parcours de vie. Est-ce que tu te censures parfois en te disant: «OK, oh là, je peux pas dire ça en public, il y a ma famille ou il y a». Ouais, 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 ouais. Ça, c'est. Me censurer vis-à-vis de moi, non, mais vis-à-vis, ouais, des gens. Déjà, en général, quand je parle d'autres gens, je leur demande la permission s'ils sont d'accord. Genre, à un moment, je parle d'une fausse couche d'un couple d'amis, bah, je leur ai demandé si je pouvais l'aborder, surtout de manière aussi débile. Euh, Ma famille, ouais, au début, quand ma mère venait me voir, il y a des blagues que je changeais parce que je savais que c'est pas des trucs de cul où je me dis, oh, ma mère, elle va savoir. Non, c'était plus des trucs un peu tristes. Machin. Donc au début, je changeais des blagues. Ouais, il y a des fois, ouais, c'est pas évident quand il y a ta famille dans la salle et qu'ils apprennent des trucs sur toi. Genre moi, ma famille paternelle savait pas que j'étais pas hétéro. Et donc ils l'ont appris sur scène parce que j'en parle dans le spectacle, quoi. Et c'est pas un souci, mais c'est juste que tu t'attends pas à ce que ta petite fille fasse un coming out alors que tu voulais juste la voir faire des blagues. Donc c'était, ouais, il y a ça. Mais là, j'essaye de réduire le plus possible l'écart entre ce que je suis dans la vie et ce que je suis sur scène. Parce que j'ai vraiment envie que ce soit très, ouais, très naturel, très. De quitter un peu ce personnage que j'avais beaucoup, beaucoup au début de meuf hyper froide, hyper insensible, hein, un peu toujours, ouais, cette carapace entre guillemets de meuf misanthrope, alors que maintenant j'essaye d'un peu plus nuancer, de dire, ouais, non, vraiment, j'ai du mal avec les gens. Mais c'est plus parce que j'ai peur du rejet et que j'ai peur de pas arriver à trouver ma place. Et c'est plus ça que j'essaie de nuancer plutôt que de dire je déteste tout l'univers. Et voilà, donc j'essaye de me rapprocher de ce que je suis vraiment dans la vie. Et ça passe aussi par le fait d'accepter qu'il y a des gens dont je parle, des gens qui me connaissent pas de cette façon-là, qui vont apprendre ouais, ce qui se passe dans ma tête alors qu'ils n'y ont pas accès d'habitude. Donc j'essaye de ne plus du tout modifier quoi que ce soit quand des gens viennent me voir et je me dis, ok, tu sais quoi, comme ça c'est dit. Et puis, that's it, quoi. Si je dois commencer à faire semblant, à faire gaffe à ce que je dis devant qui, machin, ça va juste être trop chiant. Et j'ai pas du tout envie de mettre de l'énergie là-dedans. Donc voilà. C'est aussi Ouais, par c'est flemme, surtout. ingérable. Tu sais pas forcément qui va être vraiment dans la salle, donc Ouais, ouais, bah oui, en plus. mmh. Donc c'est compliqué.
enfin, il n'y a pas des moments où tu te dis, ah, je suis allé trop loin dans une blague ou comment ouais, la limite, elle n'est pas forcément simple à trouver. Mmh. Non, bah, en fait, je trouve que si, parce que je en général, je me pose la question, est-ce que je pourrais assumer ce propos dans une conversation? Est-ce que c'est un truc que je pourrais défendre ou dont je pourrais parler vraiment sans ce masque de ah, c'est de l'humour, machin? Si oui, bah j'ai aucun souci à le faire. Même si les gens ne sont pas d'accord, même s'ils trouvent que ça va trop loin, honnêtement, je m'en fous parce que je peux le défendre. Euh, Maintenant, ouais, des fois, il y a des blagues dont je suis pas fière, mais c'est des rires faciles, tu vois. C'est des trucs un peu clichés, un peu. Ouais. Non, et là, du coup, ouais, j'ai souvent ce dilemme de est-ce que je le fais ou est-ce que vraiment je trouve pas ça ouf. Et c'est plus ça, en fait. C'est plus est-ce que je suis capable d'assumer le propos. Euh, mais à part ça, s'il y a des gens qui trouvent que je suis trop trash, que enfin, des fois on me dit ouais tu fais plein de blagues de cul, bah oui parce que honnêtement je trouve ça très marrant et et que aussi il y a rien à faire mais c'est plus facile de faire rire les gens avec ça parce que ça les met mal à l'aise et du coup tu peux très facilement jouer avec ce malaise chez eux et ah ouais, j'aime bien mettre les gens dans des positions où ils savent pas exactement sur quel pied danser, parce que oui, c'est marrant, mais en même temps, est-ce que je peux rire de ça? Est-ce que la personne à côté de moi va voir que je ris de ça? Donc, machin, et je trouve ça ouais, assez marrant. Ouais, j'ai un souvenir de malaise comme ça. C'était, je crois, dans un spectacle Jérémy Ferrari, Mhm. où il y a une partie sur les attentats. Ouais, ouais. Dans Alléluia Bordel? Non, Ah non, Vente de c'était pièces à Beyrouth, non? ouais, c'est ça. Ouais. Et le début est un peu malaisant parce que tu sais pas si tu ris pour la même raison que ton voisin. Ouais, ouais. Et là, tu dis, oh, peut-être que on rit pas pour la même chose et c'est délicat. Ma femme sur une blague, ouais, avait été choquée, mais ouais, parce que ça parlait de la femme enceinte au Bataclan et donc Ouais, ouais. ça l'avait choquée parce qu'elle dit, ouais, mais elle peut se reconnaître, donc voilà, mais bon. Ouais, mais Jérémy, je trouve c'est un truc qui fait bien. Et d'ailleurs, il en parle souvent en interview. Et c'est ça qui m'a fait prendre conscience du propos. C'est que il faut pas être dans un juste milieu, en fait, quand tu fais de l'humour noir. Parce qu'il faut pas que les gens se posent la question est-ce que c'est qu'ils le pensent ou pas. Faut toujours aller soit beaucoup trop loin, soit ne pas le faire. Parce que sinon, les gens vont pas savoir si c'est dans le premier, dans le second degré, est-ce que tu le penses et tout. Et lui, il va tellement loin que c'est pour ça que ça marche, parce que les gens rigolent au final sur des choses horribles, tellement il va loin, parce que tout le monde sait que c'est pas la vérité, quoi. Ouais, sur le podcast, je me demandais, tu vois, quand tu as l'air de connaître presque parfaitement les invités, tu vois. Alors, il y en a que bah, tu dois connaître en réalité, et puis il y en a d'autres que tu dois faire comme j'ai fait, étudier sur internet, etc. Tu passes combien de temps pour préparer un podcast Honnêtement, ça dépend très fort de l'invité? ouais, ça dépend très fort de l'invité. Euh, mais en fait, je sais pas parce que souvent j'écoute beaucoup de podcasts où ils sont déjà passés d'émissions audio parce que j'aime bien sentir un peu la vibe aussi de comment ils s'expriment. Ouais, c'est plus sentir la vibe générale plutôt que de lire vraiment des ah tiens, t'es né là, t'as fait ça. Et du coup, bah, j'écoute ça en courant et donc j'ai pas l'impression de travailler vu que je suis de toute façon en train de faire mon jogging donc je sais pas du tout combien de temps ça me prend au final. Euh, mais ouais, j'y passe pas mal d'heures quoi, essayer d'aller gratter dans les traumas que je peux trouver. J'avais, ouais, sur ce premier podcast avec Kian Kojandi, comment tu l'as convaincu? C'est le premier podcast, il y a zéro dans la série. Je ne sais pas. Et en fait, le truc, c'est que cette idée de podcast, je l'avais depuis 2 ans. J'avais envie de faire un truc comme ça, parce que j'avais envie spécifiquement d'inviter Eva Bester et Laura Leishman, qui est une ancienne... Enfin, elle est toujours journaliste, mais avant, elle bossait sur Le Move et sur Inter. Et j'adore cette meuf. C'est une de mes journalistes préférées. Et donc, j'avais envie de rencontrer ces deux meufs. Et donc, il fallait un contexte, il fallait que j'ai une excuse. Et donc, j'avais cette idée de podcast depuis 2 ans. Et là, je me suis dit, vas-y,
je vais le faire. Euh, et je vais peut-être le faire, tu vois, le truc, tu remets à plus tard et puis tu le fais jamais. Donc là, je me suis dit, ok, j'envoie un mail à Kian. S'il me dit oui, je commence le podcast. Sinon, bah, je le ferai plus tard. Et il a dit oui. Je sais pas pourquoi. On s'était non, on s'était encore jamais rencontrés à ce moment-là. Euh, mais j'avais fait sa première partie la veille. Et donc le courant était assez bien passé et tout. Et il a dit oui. Honnêtement, je sais pas. Enfin, je lui demande au début du podcast, il me semble, Mm. pourquoi il a dit oui. Et il explique que c'est bah, pour être gentil. Parce que Kian est très très gentil et il essaye toujours d'apporter des choses aux gens. Et parce que ça, les interviews, des fois, c'est pratique parce que tu réfléchis, on te pose des questions et tu structures dans ta tête. Et des fois, tu réfléchis à des choses d'une façon où tu l'avais pas fait avant. Et donc, c'est ça qui s'est dit, bah, peut-être je vais sortir avec une nouvelle idée ou ce genre de truc. Et donc, il a dit oui pour ça. Et voilà, donc moi, c'est cool parce qu'après, j'ai eu cet argument de, bah, Kian Kojandi a dit oui. Donc, tu peux venir aussi, hein, Thomas. Tu peux venir aussi, Eva. Tu vois, j'avais un gros invité qui me servait à appâter les autres, quoi. Donc, c'est cool. Ouais, c'est cool. Mais tu avais quand même une expérience du podcast, tu savais avant, non, tu avais J'avais fait d'autres thèmes, ouais, je crois. J'avais fait Quistax, qui était un petit podcast où je parlais de musique. C'était des petits épisodes de 10 minutes où je passais des extraits, où je disais, ok, tel artiste, vous devriez l'écouter pour telle raison, il a fait ça, ça, ça. Et donc ouais, j'avais un peu de matos, j'avais déjà parlé dans un micro, mais enfin, je faisais de la radio aussi depuis quelques années. Mais on sent très fort dans l'interview que je suis terrorisée, quoi, que j'ose pas exister et que je suis en mode, merci monsieur, tu vois. Mais ouais, c'est normal. Ouais, et puis c'est intéressant, quand tu les écoutes tous dans l'ordre, effectivement, de voir la progression aussi, Ouais, tu ouais, vois, ouais. tu es de plus en plus à l'aise. Je crois le premier avec Eva Bester, effectivement, ça part dans tous Ça les part dans sens. tous les sens et je rigole tellement fort et tellement souvent dans cet épisode, tellement j'étais heureuse d'être là, quoi. J'étais en mode putain, devant moi il y a Eva Bester et ça fait des années que je veux qu'on parle et tout et j'étais euphorique, quoi. Vraiment, j'étais euphorique. Ouais, mais ouais, c'est bien. Tes podcasts donnent la pêche, hein, donc c'est pour ça que je les Pas écoute, moi, tous, en mais marchant. Oui, ouais, ouais, après, ça dépend d'où tu pars. oui, c'est vrai. Ouais, sur le doute, tu vois, là, on parle ensemble, etc. Mais tu vois, avant les oraux, la scène, etc., c'était impossible pour moi. J'ai dû prendre des médicaments pour passer Ouais, ouais. les oraux en fac. Donc, Ouais, mais c'est tous les trucs quand tu démarres et t'as beau avoir de l'expérience dans un truc, c'est pas pour autant que tu vas être bon dans quelque chose qui y ressemble, parce qu'à chaque fois, c'est tellement un truc différent. C'est pas parce que t'es bon pour du stand-up que tu vas être bon dans une présentation de contenu, parce enfin, c'est tellement des choses différentes. Moi, quand je dois faire des vidéos en face cam, la première fois que je l'ai fait, c'était vraiment pas bon parce que j'étais pas à l'aise, je savais pas quoi faire de mes mains et tout, alors que allez, j'ai quand même fait des médias depuis quelques années, mais à chaque fois, c'est des choses tellement différentes, des codes qui sont pas les mêmes, donc ouais, faut le temps de comprendre un peu comment ça marche, quoi. hmm. Ouais, j'ai regardé aussi tes chroniques sur France Inter. Donc, je dis j'ai regardé parce que c'est la radio, mais c'est aussi, du coup, sur YouTube, c'est Mhm. aussi filmé. Donc, tu as commencé, tu as été présenté pour la chronique. C'est Guillermo Guise, tu disais, qui t'a. C'est Guy qui a, ouais, il leur fallait quelqu'un pour remplacer Agnès Surstel qui partait en congé maternité. Et donc Guy a filé mon nom et j'ai fait un essai là-bas et puis ils m'ont prise la semaine d'après, quoi. Donc voilà. Et ouais, ça t'a beaucoup aidé pour le spectacle Ben, en fait, le truc, c'est que j'en sais rien parce que il y a eu je suis arrivée en novembre, il y a eu les grèves, il y a eu les fêtes, il y a eu le Covid. Donc, Ouais. j'ai pas fait tellement de chroniques l'année dernière. Donc je sais pas, surtout que moi, bah, je jouais pas à Paris à ce moment, enfin je jouais début janvier, mais je venais de commencer chez Inter, donc on voyait pas encore trop le changement. Mais j'ai l'impression que maintenant, oui, il y a beaucoup de gens qui me connaissent de là, même en Belgique, alors qu'on n'a pas Inter, enfin si on peut, mais via Internet. Euh, et ouais, il y a beaucoup de gens qui me connaissent de là, et je pense ouais qu'au niveau des ventes de billets, ça va se sentir aussi. Là, c'est complet pour la première à Paris. Bah alors, c'est en jauge réduite parce que Covid, mais c'est déjà vachement cool de me dire que c'est une ville où j'habite pas et des gens viennent me voir, quoi. Je trouve ça malade. Hmm. C'est complètement fou comme principe. Ouais. Ça n'a pas de sens.
Donc du coup, ouais, ça t'aide et enfin, ça t'aide potentiellement. Est-ce que ça t'apprend des choses, tu vois, aussi, sur le métier du stand-up ou c'est complètement différent et non applicable et C'est très différent parce que tu dois pas écrire de la même façon pour la scène que pour que pour la radio. Parce que la radio, tu dois être efficace. T'as 3 minutes pour faire rire des gens. T'as 3 minutes pour du coup avoir un propos vraiment qui est condensé. Tandis que le stand-up, si je veux raconter un truc pendant 20 minutes, je le fais. Donc il y a un besoin d'efficacité qui n'est pas du tout le même. Et par contre, ça m'aide beaucoup dans la rigueur que ça nécessite. Je suis obligée d'écrire euh, 3-4 minutes par semaine pour Inter. J'ai aussi une chronique en Belgique, donc je dois aussi écrire 6 minutes toutes les 2 semaines pour ça. Et donc c'est plus ouais, dans la rigueur et dans... Genre, je pensais pas que j'étais capable d'écrire plusieurs trucs par semaine, tu vois. Je me disais, mais non, jamais j'aurai assez d'idées. Bah si, en fait, parce que les idées, tu les trouves pas, tu les crées. C'est pas juste, tu subis pas les idées. C'est genre, toi, à des moments, tu peux juste te concentrer et te dire, ok, je vais mettre des choses en lien, je vais mettre tout ce que j'ai dans la tête et il va en sortir quelque chose. Donc ouais, ça m'a appris qu'il y avait toujours moyen de trouver en fait des angles, des nouveaux trucs et que du coup le fait que parfois pour la scène j'écris pas assez de nouveau matériel, je trouve, bah c'est vraiment de la flemme en fait parce que j'en suis capable. Donc ça me pousse à me dire meuf, fais pas ta en vrai tu peux, donc bouge-toi un peu. Donc voilà, c'est ça. tu disais que tu as besoin, tu vois, de te motiver, donc tu as le rythme qui est donné par, tes chroniques que tu dois écrire toutes les semaines. À quoi ressemblent tes journées après ça? Comment tu organises ton truc? Parce que tu es en voyage tout le temps, enfin tu fais tes spectacles, et cetera, C'est très chaotique. Je t'avoue, je suis quelqu'un de très organisé, donc ça va, je m'en sors et j'ai des codes couleurs pour tout, tout le temps. Mais en fait, c'est très inégal. Je peux avoir 3 jours où je ne fous rien, mais du tout. Et puis 2 jours, je me dis putain, j'ai rien foutu, mais je suis tellement dans la merde. Je vais devoir écrire 1 milliard de trucs en 2 jours. Je vais avoir envie de crever. Et en général, c'est le cas. Genre, à la fin, je suis au bout de ma vie. Je me retrouve à écrire ma chronique à 4 heures du matin. Puis après, je prends le train. Et puis, je vais à Paris. Et puis, j'ai plein de rendez-vous. Puis, je dois rentrer parce que je joue à Bruxelles le soir même. Mais le lendemain, j'ai aussi une chronique pour un autre truc en Belgique. Donc, c'est vraiment des coups de pression, des grosses détentes, des coups de pression, des grosses détentes. Et j'aime pas travailler comme ça parce que j'aime bien avoir le temps et peaufiner mes trucs, mais dans les faits, tu pas le choix. ben si, mais j'ai beaucoup de procrastination et j'ai très mauvaise capacité de concentration et j'ai vraiment des problèmes d'addiction avec les réseaux sociaux et donc faut que tous les 2 jours je supprime Instagram parce que je sais que si je l'ai, je vais pas bosser de la journée donc je le supprime et puis je le remets le lendemain ou dès que je me dis, ok, là, j'ai rien à promouvoir, j'ai rien à faire en particulier sur Instagram, bah vas-y, jusque telle date, telle heure, je le supprime. Et sinon c'est vraiment compliqué, quoi. J'ai aussi Je fais une ça super aussi, mais appli. Oui. ouais, mais je fais ça aussi, mais je craque, régulièrement, donc je le remets effectivement le lendemain. Je me dis: «Oh là là, Instagram, c'est nul» et tu Mais j'aimerais des trop. J'ai une super appli sur mon ordi qui s'appelle Focus, qui bloque tout. Mais genre, tu ne peux plus. Et même si t'as fait ça par erreur, que t'as bloqué les réseaux pendant 10 heures, tu ne sais pas faire demi-tour, donc c'est trop bien. Mais je trouve pas d'équivalent téléphone. Et j'aimerais trop parce que vraiment, ça me sauverait mes journées. Donc voilà, si quelqu'un a un équivalent Focus sur son téléphone, je veux bien le nom. j'ai pas trouvé encore, mais bon, ouais, si quelqu'un répond, je te l'enverrai. Tu as interviewé beaucoup de dans le podcast, il y a pas que des humoristes, il y a des auteurs, des autrices. Comment toi tu vois la suite? Est-ce que c'est un domaine qui te tente, par exemple? Est-ce que tu vois, écrire un roman, c'est ton truc ou Honnêtement, j'aime beaucoup l'écriture. Maintenant, la suite, là, ça fait 2 ans que ma vie n'a plus de sens en termes d'objectifs et tout, parce que ça va vraiment être une phrase de grosse connasse, hein. Mais j'ai réalisé des objectifs que j'avais même pas encore. Parce que, oui, je me disais, imagine un jour, je suis chez France Inter, imagine un jour je fais Montreux, mais je m'étais pas encore dit, vas-y, objectif,
l'année prochaine, montre non, parce qu'ils me l'ont proposé avant même que je pense que c'était possible en fait. Pareil pour Inter, jamais je me serais dit, genre je faisais du stand-up depuis 1 an, même pas. Ça ne fait aucun sens ce qui m'est proposé, alors qu'à Paris, t'en as des dizaines qui font ça depuis vachement plus longtemps, tu vois, et je ne comprends pas. Donc, mais pour l'instant, mes objectifs, c'est juste d'essayer de faire du mieux que je peux pour que mes projets aient du sens, pour que ça m'intéresse, que ça continue de m'intéresser. Et surtout, c'est vraiment un truc auquel je dois faire méga attention parce que je sais que j'ai tendance à tomber là-dedans. C'est de jamais me satisfaire de ce qui plaît aux gens, ce qui plaît à la masse. Alors que, ouais, mais ouais, c'est une blague un peu facile et ouais, c'est l'anglais pas très original, mais ça a fait rire les gens. Tu vois, ça, c'est le pire truc dans lequel je peux tomber. Et vu que plus t'es médiatisé, plus il y a des gens qui te suivent, plus il y a des gens qui t'aiment de manière inconditionnelle et sans nécessairement que tu fasses de la qualité, ben plus c'est facile de se dire non mais c'est bon, je plais, donc j'ai pas besoin de travailler plus, j'ai pas besoin de travailler autant. Je peux même faire un peu moins bien et les gens m'aimeront quand même parce que ils ont cet affect pour moi. Donc c'est un truc dans lequel il est très difficile de pas tomber, je pense, quand tu commences un peu à marchouiller. Donc, ouais, faire gaffe à ça, vraiment. Heureusement que j'ai autour de moi des gens qui me disent, mais tu fais de la merde, hein. Donc, c'est très cool. Ouais, et puis Euh, ton podcast t'aide pas aussi à ça parce que tu vois, tu rencontres des gens, tu vas. C'est vraiment, il y a une prise de recul dans les discussions qu'on trouve dans le podcast ouais. qui vont au-delà de ouais, faire rire simplement, quoi. Oui, C'est mais un peu c'est ton ça miroir, ouais. qui. C'est ça enfin, l'objectif, c'est aussi de parler et de m'entourer de gens comme ça qui sont jamais satisfaits. Bah, les gens qui doutent, c'est pas un truc négatif, c'est très bien de douter et de vouloir faire mieux. Il faut juste arriver à gérer un peu son syndrome de l'imposteur et de gérer ses insécurités. Mais j'aime, au moment où tu doutes plus, c'est la catastrophe, quoi. Tu fais n'importe quoi. Tu te contentes de rien et t'es plus vraiment fier de toi, en fait. Donc, ouais, ça, c'est le truc auquel je dois faire attention. Mais sinon, un projet vraiment concret pour la suite. Je t'avoue, là, je sais que sur les 6 prochains mois, j'ai pas mal de taf. On bosse sur une série avec Fanny Herrero pour une grosse plateforme qui commence par N. J'ai mon spectacle qui tourne, j'ai les chroniques en radio en Belgique, en France. J'ai d'autres projets qui sont en train de se mettre en place. Donc je sais que là, les 6 prochains mois, ça va être beaucoup d'écriture et majoritairement des blagues. Bah, que des blagues en fait. Maintenant, je sais aussi que je vais pas avoir envie de faire des blagues toute ma vie et que je vais potentiellement plus aller vers quelque chose de drôle mais un peu tragique, un peu les mélanges que j'aime beaucoup, c'est genre Fleabag, évidemment que je cite dans tous les épisodes. Honnêtement, j'en sais rien. J'ai pas vraiment d'idée précise. Je Ok. sais juste que je vais à certains moments plus avoir envie de faire des blagues ou en tout cas que ce soit pas nécessaire d'en faire parce que c'est vraiment reposant. Je sais plus ce que j'ai dû écrire il y a quelques temps pour un article ou une nouvelle, je sais plus. Et c'était dingue en fait de pas devoir faire de blagues. Et ça me faisait bizarre en fait. J'étais là putain mais je peux juste parler et tout et écrire et juste y a pas de blagues. C'est dingue parce que j'ai vraiment plus l'habitude qu'on me demande ça. Donc Ouais, ça lâche la pression. ouais, Ouais. t'es pas obligé d'avoir un rire toutes les X secondes pour pas tomber à plat quoi. C'est vraiment cool. Dans les, justement, dans les sujets un peu graves, entre humoristes, il y a souvent la blague de mon psy qui écoute le podcast ou etc. Ouais. Tous les humoristes ont un psy ou c'est. Bah en tout cas ils devraient tous hein. Mais je sais pas. Ben je dirais que tous ceux que j'aime bien, oui. Enfin, tous ceux que. Je pense tous ceux du podcast ont un psy. Euh, ouais, je pense que beaucoup en ont, ouais, parce que c'est. On en parlait pas mal avec, dans l'épisode avec Panayotis. Quand t'es humoriste, tu prends du recul sur les choses et tu les analyses énormément. Donc en général, bah, ça rend un peu triste en fait. Parce que Ouais. quand t'analyses les choses, en général, c'est la merde. Et donc, si tu réalises ça, et potentiellement, tu vas avoir besoin d'aide pour arriver à gérer toute la déception que ça peut créer. Donc, ouais, je dirais que c'est un peu un des résultats du fait de prendre beaucoup de recul, quoi.
T'en parlais avec Sophie Marie, c'était un peu, aussi le rire, ça, ouais, c'est un peu le moment où tu casses le malaise, voilà, tu te sens pas à l'aise, hop, un Ouais, rire, une ouais. blague et ça, Ah, mais ça, c'est fait la suite, ouais. évidemment, c'est la meilleure solution pour se sortir de situations sociales dans lesquelles on n'est pas à l'aise, c'est de faire une blague et ouais, soit ça passe parce que les gens rigolent, soit c'est pire parce que personne rigole et du coup, ça souligne le malaise et donc je trouve c'est mieux de dédramatiser en soulignant que de juste subir le truc, quoi. Écoute, je vais te remercier, je vais juste rappeler que pour ceux qui veulent leur dose de malaise, bah, le point d'entrée, c'est ta page web, heu, fannyruet.com. Je vais mettre tous les liens dans le descriptif. Donc pour les Parisiens comme moi, on peut te croiser à la Nouvelle Scène, Ouais, pour ton spectacle Bon anniversaire Jean ouais, c'est tous les mardis à la et Nouvelle pour Scène. les ouais, tous les mardis et pour les autres, bah, tu es souvent à Bruxelles au Kings of Comedy Club Mmh. et puis tu es un peu partout aussi en France, quoi. Tu vas à Lyon, à Marseille, Là, ouais, on fait tu fais un Lyon, petit tour? Marseille, Toulouse, Sifour-les-Plages, meilleur nom de ville. Et ouais, on fait quelques dates en Suisse aussi. Ouais, il y a pas mal de trucs qui se rajoutent. Ouais, donc plein d'occasions de te croiser malgré Ouais. le contexte un peu strange. Oui, bah vous me croiserez mais avec un masque. Bah, ouais, ça vaut la peine. Merci beaucoup Fanny. Bah, merci à toi, Di. À bientôt. À bientôt.